Donc voilà, donc je vais vous présenter en fait, mon parcours et mon projet de recherche, et puis je vais essayer d'expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre, «La durabilité de l'agriculture urbaine, de la ferme à la ville en contexte de changement global». Alors évidemment, hop, il faut que je rebascule. Yep. Donc je vais donc pour 2 parties faciles, le passé, le présent, futur. Alors résumer un peu mon parcours, donner quelques, focus sur des premières expériences qui ont amené vers l'agriculture urbaine et puis ensuite expliquer comment je suis arrivée dans l'agriculture urbaine. Et sur le projet, je vais montrer partir sur 3 dimensions un peu, qui m'intéressent, dès qui sont de la continuité, de la durabilité et puis 2 questions nouvelles, donc sur l'eau et puis, le lien, culture-élevage. Alors peut-être commencer par quelques définitions. Donc le territoire, ce que c'est le territoire et la durabilité. Donc le territoire, c'est un espace délimité, approprié par un individu, une communauté, donc un géré, sur lequel s'exerce un pouvoir et avec différentes mailles de gestion de l'espace, qui peuvent être emboîtées. Ça, c'est une définition géographique. Et puis une autre définition d'agronome, Tenaille et Mignolet 2005, espace défini délimité par leurs usages, leurs fonctions et leur appropriation par un ou plusieurs acteurs. Donc je vais vous montrer comment le territoire aussi, moi je l'ai un peu regardé de différentes façons au cours de ma carrière. Et donc la durabilité, tout le monde a entendu parler des fameux 3 piliers économique, environnemental, et social de la durabilité, qui est donc de préserver, les ressources, enfin, utiliser les ressources présentes de façon soutenable pour permettre leur utilisation dans le futur pour les générations d'après. Avec 2 définitions possibles de la durabilité faible, où on peut substituer des capitaux économiques, sociaux et environnementaux. En gros, c'est un gros batch et on peut compenser l'un par l'autre. Et moi, je suis plutôt sur la durabilité forte, une approche écosystémique, où les capitaux économiques, environnementaux et sociaux ne sont pas compensables. Et je m'appuie sur les définitions de l'exploitation agricole durable comme étant viable, vivable, transmissible et reproductible, selon la définition de Lambert 98, et mais inscrivant en plus son développement dans une démarche sociétalement responsable. Vous voyez que c'est les définitions de Frédéric Zam et al. C'est un peu tout ce qui est repris dans la démarche IDEA en fait. Je m'inscris vraiment dans cette continuité. Quant à l'agriculture urbaine, bah, sur sa définition, c'est pareil, c'est toujours un petit peu soumis à la façon dont les lunettes qu'on utilise pour les regarder. Je m'appuie principalement sur la définition de la FAO, qui décrit l'agriculture urbaine et périurbaine comme les pratiques agricoles dans la ville ou autour des villes, qui utilisent des ressources qui peuvent également servir à d'autres usages. Donc on a une compétition, une complémentarité avec les différents usages de la ville. Par ailleurs, Namias et Le Carreau ont une approche aussi qui me paraît intéressante, puisque c'est l'agriculture pratiquée et vécue par les agriculteurs et les habitants à l'échelle de la vie quotidienne du territoire, qu'elle soit professionnelle ou non, mais en lien fonctionnel réciproque avec la ville toujours. Et donc, il définit toujours la partie noyau urbain, quartier périphérique, frange urbaine et périurbaine. Ça veut dire que c'est un petit peu. Et donc, ma carrière s'inscrit dans la grande ligne du territoire avec qui reproduit un peu, entre guillemets, les 3 dimensions qui identifiées par Boissin et al. En 2014, avec ma première phase qui correspond un peu à la première approche aussi des agronomes, qui est le territoire comme un espace physique exploité par les agriculteurs, donc sur lesquels ils mettent en place des pratiques de gestion du territoire. Et donc, à l'étude de la façon dont ces pratiques influencent l'espace physique. Donc, c'est principalement mon travail de thèse, de post-doctorat, et puis mon travail au CETIUM, qui s'appelle maintenant Terrinovia. La deuxième phase, j'ai ajouté à ce territoire, à cet espace physique, l'influence d'autres acteurs que les agriculteurs sur le territoire. Donc, en particulier, les collecteurs, les différents services de conseil et d'expertise, ce que j'ai appelé des agriculteurs sous influence. Et c'est le travail que j'ai mené pour Arvalis et le travail que j'ai mené à AgroParisTech, c'est les premières années de ma carrière, donc 2016 à 2012, jusqu'à ma petite pause de la recherche, de 2012 à 2014, où j'ai été directrice des études du campus de Clore-Bernard pendant 2 ans. Et ensuite, quand j'ai repris la recherche, donc je suis partie en agriculture urbaine. Et à ce moment-là, le territoire était vraiment vraiment un espace. L'agriculture urbaine, ça fait partie du territoire. Et le territoire, quand on est en agriculture urbaine, est vu comme un espace de gouvernance de différents acteurs qui aménagent finalement l'espace. Et l'agronomie est là un peu comme un moyen d'aider à la décision, d'aider à décider comment mettre en place ou mettre des espaces verts, comment les gérer.
et comment choisir finalement d'aménager. Donc ça, c'est depuis 2014 et je continue dans cette dimension-là. Le bilan en quelques mots, toujours. Alors sur cette phase 1, l'expérimentation, c'est majoritairement appuyé sur de la modélisation spatialisée d'expérimentation. Donc avec l'encadrement d'un stage de fin d'études de master et d'ingénieur d'études, et avec des programmes de recherche qui étaient la CIOGM, et puis donc un postdoc sur la prime vert, sans financement particulier. La phase 2, donc c'est une cartographie que j'ai effectuée pour Arvalis, des potentialités du maïs dans le Grand Ouest, et puis des travaux faits sur le FOMA du colza dans la DD Cèdre et sur le maïs OGM dans la NER Mascotte, et qui s'appuyait principalement sur des entretiens et des typologies. Alors, la typologie à dire d'experts. Donc, qui a occasionné l'encadrement de 2 Master 2 et donc 3 publications dans des comités, des journaux d'un comité de lecture. Et la dernière phase s'appuie sur des suivis de terrain, des entretiens, des typologies, le développement d'outils d'évaluation et leur utilisation. Et ça s'est développé sur 4 projets européens, donc Urbac-Lim, Fumeter, Foodie et Food City Boost, qui a commencé cette année. Et donc, ça m'a permis d'encadrer 9 masters, une doctorante et puis 2 postdocs. Et ça a permis de faire 14 publications en tant qu'auteur ou co-auteur. J'ai la chance de m'inscrire dans un univers, dans un environnement très diversifié. Voilà, donc vous avez en haut s'adapte, l'équipe agriculture urbaine qui est un peu en grisé parce que je suis dans l'équipe agriculture urbaine, je n'y suis plus, elle fait à son âme. Je suis désolée Christine. Donc je suis maintenant dans l'équipe concept, et donc les s'adapte comprend aussi une équipe proximité. Donc ce sont des équipes pluridisciplinaires qui permettent d'avoir beaucoup d'échanges très fructueux entre nous, que ce soit sur les méthodes, sur les objets, sur les outils. On a aussi la chance d'avoir des liens avec 2 bureaux sous contrat, si je ne me trompe pas pour l'expliquer, Expo et Sécuragri, qui travaillent donc sur l'agriculture urbaine. Et puis donc l'AgroParisTech a aussi une chaire qui s'appelle l'agriculture urbaine, qui est en lien avec d'autres partenaires. Et puis donc, on a des tas d'autres choses dans l'environnement AgroParisTech direct, l'UMR Eco6, le réseau IDEAS, une autre chaire qui s'appelle Lab Recherche Environnement Vinci Paritech. Et puis donc des partenaires européens, soit à travers des projets européens auxquels j'ai participé, soit directement par des accords d'AgroParisTech, Toronto Metropolitan University, et puis maintenant à la FAO aussi, avec qui on commence à échanger. Alors, donc la première partie de ma carrière, ça a permis d'acquérir des compétences, et je voulais vous expliquer un peu l'exemple des typologies sur le colza. Donc c'est la phase 2, la partie où j'ai commencé à faire de la typologie. Le but était d'expliquer le fonctionnement des fermes par rapport à la durabilité des résistances. Le FOMA, c'est une des maladies principales du colza en France, qui peut causer plusieurs quintaux de perte de rendement par hectare sur un rendement moyen de 35 quintaux, on va dire, grosso modo. La culture du colza est bien connue, la maladie est bien connue, mais le but, et on y est toujours, c'est de permettre la diminution des effets alimentaires sur ces cultures. Et donc, ce programme français visait à proposer des stratégies de gestion des résistances en prenant en compte la diversité de systèmes de culture et l'acceptabilité par les agriculteurs de la mise en œuvre des nouvelles pratiques. Comment est-ce qu'on pouvait le faire? Quels agriculteurs pouvaient modifier leurs pratiques? Pourquoi? Comment? Donc, il fallait connaître un peu les pratiques des agriculteurs et puis un peu les marges de manœuvre des agriculteurs en fonction des différents types. D'où la nécessité de faire une typologie. Donc, première partie, évidemment, analyse bibliographique du pathosystème, impact des pratiques de gestion au champ, identifier quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on conseille. Ensuite, on a été enquêter 32 exploitations agricoles dans des départements français exposés à une pression plus ou moins grande de la maladie, région Centre et Pays de la Loire, pour voir un peu quelles étaient leurs pratiques qui mettaient vraiment au jour le jour, est-ce qu'ils étaient soumis à une forte pression du FOMA ou pas. Et puis, à partir de ces enquêtes, on a réalisé une typologie d'exploitation qui a donné lieu à une publication. Les résultats, c'est cela. On a donc classé, on a fait une typologie à dire d'experts, à partir de nos petites fiches, la méthode Capillon et Sébiote. On a regardé les différents types. On a du coup groupé les exploitations par fonctionnement. Et vous voyez que 2 caractéristiques qui nous ont permis de classer ces exploitations, c'est en particulier le délai de retour, combien d'années entre 2 cultures de colza, donc en abscisse, et puis en ordonnée, combien de variétés étaient utilisées sur l'exploitation agricole. Donc une variété, évidemment, le risque est plus grand que tout d'un coup la maladie
arrivent et détruisent tout. Et puis évidemment, les associations variétales, plus de 5 variétés, un renouvellement fréquent des variétés permettent de limiter ces risques. Et donc, on a ainsi fait une espèce de cartographie des risques. Vous voyez qu'il y a un risque 1, 2 en haut à droite. Donc, c'est les exploitations qui ont peu de risques de contournement de la résistance variétale, jusqu'à des risques 5, qui sont évidemment des retours de colza très fréquents, avec très peu de variétés. Donc là, on est à peu près sûr qu'à un moment ou à un autre, la maladie va se développer et va avoir des conséquences importantes sur le rendement. Voilà. Donc, le principe, ensuite, était dans le reste du programme d'utiliser ça pour combiner des modélisations spatialisée de développement de la maladie pour voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait conseiller comme aménagement. Du coup, ces compétences que j'ai développées de typologie, je les ai ensuite appliquées à l'agriculture urbaine, donc sur donc l'agriculture urbaine, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que autant l'agriculture rurale, la grande culture sur laquelle j'avais travaillé avant, le colza, le maïs, sont bien connus, autant l'agriculture urbaine, en France, c'est encore quelque chose qui est en développement un peu flou, j'allais dire un peu mou, mais pas. Et donc, la première étape, c'était effectivement d'aller regarder qu'est-ce qui existe, comment ces exploitations fonctionnent et quelle est leur diversité. On est un petit peu quand même dans la même démarche, en typologie, de regarder la diversité. C'est est-ce qu'on peut regarder, est-ce qu'on peut classer, est-ce qu'il y a différents types d'agriculture urbaine, quels sont leurs bénéfices, quelles sont leurs contraintes de chacune. Et donc là, j'ai pu démarrer le travail en agriculture urbaine avec Anne-Cécile Daniel, qui était à l'époque coordinatrice d'Expo, je sais plus, Charles Vinci, bref. Et donc, on a pu co-encadrer un stage de Master 2 pour aller justement faire ce suivi, qui était le travail d'Anne-Cécile. Et là, la première question commençait à se poser sur la durabilité. Est-ce que ces différents types d'exploitation agricole, est-ce qu'elles avaient des chances de rester? Est-ce qu'elles avaient, au niveau économique, est-ce qu'elles allaient tenir la route? Qu'est-ce qu'elles apportaient comme bénéfice au niveau environnemental ou social? Et donc, on s'est vraiment commencé à poser la question de la durabilité et on a commencé à utiliser des méthodes un peu classiques. Et puis, comme ça ne marchait pas, on est allé jusqu'à une thèse, à la thèse de Paola, et puis on voyait plein de stages de M2 et de M1. Alors, quels sont les concepts et les méthodes un peu de l'agronomie qu'il faut adapter pour l'agriculture urbaine? Eh bien, l'agriculture, vous allez me dire, l'agriculture en général est multifonctionnelle. Mais l'agriculture urbaine est véritablement multiforme, multifonctionnelle, très diversifiée en expansion, elle est encore en train de créer ses modèles techniques et économiques. Il y a plein de tests. Puis en plus, comme il y a plein de gens qui ne viennent pas de l'agriculture, ils n'ont aucune peur à essayer de tester des trucs qui n'ont jamais été faits ailleurs, parce qu'après tout. Du coup, l'objet lui-même est déjà un peu compliqué à savoir. Il y a plus l'agriculture professionnelle et non professionnelle, le jardinage, quoi, en gros, les jardins collectifs, les jardins partagés, et ça aussi, c'est de l'agriculture urbaine, donc on rajoute encore une petite dimension. Et puis, donc, il y a des typologies qui se font au fur et à mesure, des gens qui font des axes de classement, mais voilà, il n'y a pas de consensus, en fait, sur ces typologies. Qu'est-ce qu'on a plus dedans? Qu'est-ce qu'on en sort? Comment on les sépare? Et puis, des concepts qui paraissent faciles, comme la parcelle. En agriculture rurale, une parcelle, c'est une parcelle, voilà. Un îlot de parcelles, bon, ok, elles sont ensemble. Un système de culture, on a une définition très claire qu'on répète aux étudiants tout le temps. C'est inclure la succession des cultures et les différentes pratiques de chaque culture de façon logique et ordonnée. Et puis même le niveau décisionnel, le pilotage de la production. Dans l'exploitation agricole classique, il y a un agriculteur qui décide de ce qu'il fait sur la parcelle. Aujourd'hui, se développent des modèles d'exploitation agricole plus complexes aussi en rural, avec des niveaux de décision qui s'imbriquent entre le propriétaire, celui qui fait vraiment, et puis l'ouvrier qui va aller dans le champ utiliser le tracteur. Mais on a encore la même chose aussi en agriculture urbaine. Et puis, je me pose la question, depuis un petit bout de temps, sur l'existence d'un gradient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait? Est-ce qu'on voit des choses qui peuvent passer du rural au périurbain au urbain, avec une espèce de concentration, ou à l'inverse, dans l'autre sens? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut comparer et regarder? En particulier, est-ce qu'il y a des choses qui se nourrissent les uns des autres, que ce soit sur les choix productifs, les cadres agriculturaux, et puis donc l'organisation et le fonctionnement technico-économique? Donc cette première étape a été donc d'identifier les fonctionnements des fermes urbaines. Donc là, j'ai fait, je sais pas comment dire en français, piggyback. Donc j'ai accompagné Anne-Cécile au démarrage, qui connaissait déjà un peu. Du coup, histoire de me faire la main sur les exploitations urbaines. Et puis donc le stage de Simon a été vraiment sur étudier, faire un suivi, aller tous les mois leur demander de relever leurs données pour le fonctionnement de ces fermes,
hein, donc sur des petites surfaces. Sachant que, donc toujours étant, je vous dis, l'agriculture urbaine est en plein développement, mais elle est en plein développement parce qu'en fait, les collectivités s'y attachent énormément, s'y intéressent énormément. C'est quelque chose qui leur parle. En fait, en particulier dans les villes françaises où on a beaucoup de manque d'espaces verts, cette question de l'agriculture urbaine leur parle. Et puis en plus, on parle énormément d'autonomie alimentaire aujourd'hui. Donc c'est pareil, elles se disent: «Est-ce que l'agriculture urbaine peut servir à développer cette autonomie?» Et puis le lien social, est-ce que ça va servir les liens pédagogiques? Donc, voilà. Donc mes questions, c'était vraiment diversité de fonctionnement, comment les caractériser, comment les évaluer. Donc voilà ce qu'on avait, utilisé, heu, avec Anne-Cécile et ce qui d'ailleurs a été ensuite utilisé majoritairement dans d'autres projets de recherche européens un peu, c'est des carnets de suivi. C'est-à-dire qu'on demande, gentiment, aux agriculteurs urbains ou aux jardiniers de noter tout ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils plantent? Quand? Combien? Qu'est-ce qu'ils récoltent? Quelle quantité d'eau? Quelle quantité d'énergie? Combien de temps ils y passent? Qui est-ce qui vient? Combien d'ateliers pour les enfants? Bref, vous imaginez bien que c'est des classeurs entiers de données sur plusieurs années qui nous permettent après d'essayer de caractériser un peu ce qu'ils font. Et pour caractériser, voilà ce qui sort après comme type de typologie. Je vous ai montré mes jolies patates tout à l'heure d'exploitation agricole. Là, on n'a pas des jolies patates parce qu'en agriculture urbaine, ils savent faire des dessins, je suppose, je ne sais pas. Voilà. Et donc, vous avez par exemple une typologie par objectif qui a été faite par l'IAU avec AgroParisTech, qui classe en 5 types. Agriculture périurbaine classique, hein, c'est le maraîcher de la ceinture verte. L'agriculture collective, hein, vous voyez, des friches, des pieds d'immeubles, des espaces verts, des jardins partagés. L'agriculture urbaine sociale et solidaire, donc, qui va être par exemple de l'insertion de personnes éloignées de l'emploi, qui va être pour fournir de l'alimentation, ça va être l'équivalent des banques alimentaires américaines, par exemple. Une agriculture spécialisée vraiment souvent high-tech, parfois low-tech, hein, les champignons dans les parkings, les micro-pousses dans des serres sur les toits des immeubles. Et puis donc l'agriculture urbaine individuelle, celle qu'on fait dans les jardins et sur les balcons. Un autre type de typologie possible, c'est par localisation. Est-ce qu'on est dehors? Est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on est à l'intérieur? Est-ce qu'on est sur les murs? Est-ce qu'on est dans le sous-sol, sous les toits? Donc ça, c'est la salle de Nicolas Boulard. Et puis, bah, nous, on n'a pas de raison. Nous aussi, on a proposé la nôtre, donc avec des collègues d'expo, en fait, on a réfléchi. Et nous, on s'est intéressé aussi à essayer de séparer finalement différents types d'exploitation par système de production. De ce qui est le plus low-tech, où vraiment on met rien en place pour contrôler, hein, on met en pleine terre, voilà, on plante les choux, hein, à la mode de chez nous. Donc maraîchage classique, pâturage, petit ruminant en volaille, jusqu'à du hyper high-tech, donc l'aéroponie, c'est-à-dire c'est des tours dans lesquelles on a des plantes sans substrat, où on pulvérise de l'eau avec des fertilisants directement sur les racines des plantes. Avec évidemment hein, un niveau de contrôle de plus en plus important du low-tech ou high-tech, et puis un niveau de dépendance finalement à l'électricité qui est différent. Voilà. Pour ce qui est d'évaluer la durabilité de ces systèmes, j'ai eu une démarche progressive. D'abord, la première partie, ça a été de tester ce qui existait en rural, IDEA justement, et de voir si on arrivait à l'utiliser. Bon, spoiler alerte, ça ne marche pas. Du coup, je me suis dit, bon, bah, si ça ne marche pas, on va faire notre outil. Donc, on va se baser un peu sur ce qui existe, et puis on va faire un outil adapté à l'agriculture urbaine. Donc, ça a été le stage de fin d'études de Paola, donc, qui est la première conception, je vais vous montrer après. Bon, et puis, ben, ça ne répondait pas aux besoins des utilisateurs, clairement. Ça n'est pas. Puis d'abord, j'avais mal estimé qui seraient les utilisateurs, parce que je pensais que c'est l'agriculteur que ça intéresserait, mais ce n'était pas le cas. Par contre, les collectivités, elles étaient hyper intéressées. Du coup, on a monté la thèse de Paola, qui a été une démarche de conception innovante que je vais vous montrer après. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a à peu près cet outil réfléchi, je me dis qu'il y a des points un petit peu spécifiques qui sont intéressants. Déjà à l'époque, ça me travaillait un petit peu. Typiquement, l'eau, la gestion de l'eau en agriculture urbaine, c'est une question qui se pose de plus en plus. Disons, il y a 3 ans, quand on s'est dit quand même utiliser l'eau de ville, parce que je ne vous ai pas dit, mais de l'agriculture urbaine, majoritairement, en France, c'est l'eau de ville. Donc, c'est l'eau du robinet. Donc, à un moment, on se dit, bon, peut-être y avoir des petites compétitions sur cette question-là. Donc, voilà. Donc, j'ai encadré des stages de fin d'études là-dessus. Puis, on a lancé des stages de master 1 pour aller regarder les réglementations, les exemples innovants, ce genre de choses. Alors, pour la thèse de Paola, je vais faire un petit focus. Donc, elle s'est intéressée à concevoir de manière participative un outil d'évaluation de la durabilité des projets d'agriculture intra-urbaine professionnelle.
avec deux méthodes. La première, en partant un peu d'un outil sur une méthode participative de référence, donc justement, hein, sur l'IDEA, hein, soyons honnêtes, c'est mon aspiration au démarrage, avec des ateliers pour lancer, trouver les objectifs, définir un peu les différents critères. Et puis, elle a mis en place une démarche de conception innovante qui est partie des pratiques d'évaluation de l'acteur de la culture urbaine, c'est-à-dire un diagnostic des usages, comment aujourd'hui font les collectivités, les bailleurs pour évaluer les projets d'agriculture urbaine. Et elle est partie de ça pour identifier les caractéristiques d'un outil qui leur serait utile pour développer du coup cet outil. Et ensuite, elle a comparé donc les deux méthodes avec les apports et les contraintes des différentes démarches sans application pour chacune. Voilà. Donc la première démarche, vous voyez, c'était au démarrage pour l'auto-évaluation des porteurs de projets, basée sur les trois dimensions un peu près classiques, agro-environnementale, socio-territoriale, économique, avec une grille d'indicateurs basée sur des ateliers d'experts, des sondages, des entretiens. Et puis donc un petit outil développé sous Excel, qui a ensuite été testé sous 4 fermes, plus un atelier. Et la deuxième démarche, donc, elle est partie d'un diagnostic des situations d'usage, donc sur 19 cas d'études. Et elle en a sorti 5 situations d'évaluation, 5 cas dans lesquels les collectivités et les bailleurs avaient besoin d'évaluer des projets d'agriculture urbaine. Et elle a identifié 4 dimensions utilisées pour justement évaluer ces projets. Donc une dimension de durabilité interne, en gros, est-ce que le projet lui-même survit. Externe, donc comment il impacte la durabilité du territoire dans lequel il s'inscrit. Le caractère innovant du projet et puis la crédibilité du porteur de projet. Elle a identifié aussi une diversité de pratiques en fonction du stade du projet, du contexte de l'évaluation. Et à partir de ça, donc, elle a mis en place 2 ateliers KCP. Alors la méthode KCP, c'est, je ne sais toujours pas, Knowledge Concept et Projet qui arriverait jamais sur le P1. Bref, on compare les connaissances et les concepts et on essaie de faire émerger. On va y arriver. Je vais y arriver. Je me suis inscrite à l'école chercheur pour l'année prochaine. Voilà, donc permis donc d'avoir diversité d'usages et de fonctionnalités. Et donc, elle a développé la maquette et elle l'a testée en atelier avec justement les utilisateurs futurs. Et donc, en comparant les deux, elle a un outil qui est unique, qui est pour les porteurs de projets, qui est rapide à prendre en main, rapide à utiliser, avec une interface simple, mais très peu flexible. La seule flexibilité, c'est de désactiver un indicateur ou pas si on n'est pas concerné. Et puis, le deuxième prototype, vous voyez à gauche une espèce de page d'accueil potentielle de l'outil avec des usages multiples, soit en individuel, soit en collectif. Il peut servir d'outil de négociation et de discussion pour faire émerger justement les attentes, qui nécessite une formation, avec interface peut-être un peu plus complexe, mais qui permet de créer un propre grille d'évaluation d'indicateurs et donc de nombreuses manipulations. C'est donc, comme le dit Paola, un outil qui sert à faire un outil. Sur les points un peu étudiés, donc je vous dis que je me suis intéressée à la question de l'eau depuis quelques années. J'ai profité en fait du projet FewMeter, qui est un projet européen avec 5 pays dedans. Il y avait la Pologne, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et les États-Unis. Et on a suivi pendant 2 ans les productions dans 73 sites, différents types, que ce soit des fermes professionnelles, des jardins partagés et différents types de fermes. Vous voyez au milieu justement, on avait fait 3 types, les fermes urbaines, les jardins collectifs et les jardins individuels. Et vous voyez la quantité d'eau utilisée. Alors, vous voyez que la France n'est pas la première, enfin si, justement, elle est la première en consommation d'eau par mètre carré. Après, si on revient à droite, vous avez la quantité d'eau utilisée par kilo produit. Vous voyez qu'on s'en sort à peu près quand même. Alors les codes couleurs, c'était des codes à droite, ce sont des codes en fonction du type de ferme. Donc en rouge sont des jardins collectifs et en jaune, c'est les fermes urbaines. On en a une, en fait, elle avait un problème de fuite. Je vous explique pourquoi elle a une telle consommation quand même. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, en France, 95% de l'eau utilisée dans ces projets, c'est de l'eau potable. En fait. On est catastrophique dessus, il y a quand même un problème qui se pose. Après, question posée à la ville de Paris, ils m'ont expliqué qu'ils avaient un réseau d'eau brute, mais que la pression n'est pas suffisante. Et que donc, ils ne peuvent pas utiliser ça pour l'agriculture urbaine, pour monter sur les toits en tout cas. Donc ce travail a comparé aussi différents systèmes de culture, un peu, à voir les consommations réelles et estimées en fonction du climat. Est-ce quel système était plus ou moins efficace, goutte à goutte, aspersion, bon, on n'a rien de... on apprend pas... Enfin voilà,
c'était intéressant quand même de voir qu'il y avait quand même des systèmes qui existaient, hein, le goutte à goutte, les Zoya, tout ça. Et puis en fonction des types de sols, évidemment, on a des types de conservation différentes. Ah, c'était pas on n'a pas été très loin là-dessus. Ce travail est poursuivi par un bilan en fait de la réglementation française et des expériences innovantes existantes en France. Et puis un autre travail biblio qui a été regardé un peu les expériences en Espagne et en Tunisie, l'utilisation de l'eau en agriculture urbaine, quelles conséquences, et à la fois sur la partie sanitaire, sur la question de la qualité de l'eau utilisée en fait, hein, des questions aussi des eaux, de pouvoir utiliser ce qu'ils appellent les eaux non conventionnelles, donc les eaux usées traitées, le code de la REUT, la EUT. Alors, pour revenir sur les projets de recherche en cours et à venir, comme je dis, il y avait trois directions. Donc, la continuité de travail sur la durabilité, qui devient un peu plus de la R&D. Donc, le prototype avec les 5 petits ronds violets que je vous ai montré, le petit 2 de Paola, qui s'appelle Urbana. Donc, la suite, hein, donc, aller un peu sur l'allocation des ressources, l'échelle du quartier, je vais développer. Les pratiques de gestion de l'eau et l'entomoponie, donc un peu la dimension innovation et durabilité. Qu'est-ce qu'on a comme innovation, qu'est-ce qu'on peut faire, oui. Et puis l'intégration un peu plus large sur la coopération internationale. Alors, je suis en ce moment dans le projet Food City Boost, qui réunit 8 pays et je ne sais pas, plus d'une vingtaine de partenaires, je suppose. Je n'ai pas encore retenu le chiffre. Donc, dans ce projet est compris en fait le déploiement informatique d'Urbana, son utilisation avec des acteurs et des tests pour voir si on peut l'utiliser pour un développement raisonné de l'agriculture urbaine, savoir quel type d'agriculture, enfin en fonction de où on est, quel type de projet on a, qu'est-ce qui sera le plus intéressant au niveau de la durabilité de la ville. Je collabore au comité de pilotage d'une thèse en Hollande qui va développer un outil de modélisation à l'échelle plutôt quartier-ville. Donc, c'est une thèse à appui. Moi, j'ai aussi élaboré un projet de thèse. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que je suis très malheureuse, parce que j'avais trouvé des sous, j'avais trouvé un thésard, mais il n'a pas le droit de venir. Voilà. C'est comme ça. Le ministère des Affaires étrangères a refusé que le thésard chinois vienne en France. C'est comme ça. Ce sont des choses, mais j'ai un magnifique sujet de thèse. J'ai pas de sous, mais j'ai un sujet de thèse. Ah oui. Donc en parallèle, voilà, c'était le modèle spatialité d'optimisation des ressources à l'échelle ville-quartier. J'ai réfléchi à ça. Donc voilà, donc Food City Boost, ah ben voilà, on voit les pays partenaires. Donc ça, je vous ai dit, hein, la thèse de Marraine sur les dynamiques d'agriculture urbaine sous l'effet de l'environnement urbain. Il veut faire de la conception participative aussi, et à l'échelle de la ville, et puis après, il veut les tester sur les Living Labs. Alors les Living Labs, vous savez, c'est des villes qui ont accepté d'être partenaires dans ces projets, sur lesquels on peut aller tester des choses et aller embêter un peu tous les acteurs de ces collectivités. Donc, on a, vous voyez, Ricard, Wrocław, Sofia, Almer, la région Bruxelles, et puis Valladolid en Espagne. Voilà, le projet de thèse que j'ai, voilà, donc, qui partait d'une... Oh, il y a une faute de français. Donc, optimisation des ressources à l'échelle de la ville. Le but, c'était d'abord de créer une typologie des fermes urbaines, en se basant certainement sur le travail maintenant aujourd'hui, hein, parce que le reste a avancé, en partant sûrement du travail de thèse de Marraine et les travaux du projet H2020 FUA, qui est European Farms, enfin bref, Urban Agriculture, qui se termine à la fin de l'année. Du coup, pour chaque type de ferme, mesurer les impacts environnementaux de la production et de la consommation de ressources par type, certainement en se basant aussi sur le travail de Paola sur Urbana. Et en parallèle de ça, créer un modèle spatialisé d'allocation des types d'agriculture dans la ville. En gros, comment est-ce qu'on peut, à l'échelle de la ville, optimiser la localisation des différents types de projets, connaissant les contraintes et les objectifs de chaque région de la ville. Donc, certainement en lien, en travail avec le travail de Metexpo, qui fait un diagnostic à l'échelle du territoire sur des objectifs et des besoins de la ville. Et donc, ensuite, créer des scénarios d'allocation des ressources et puis tester leur impact sur la durabilité à l'échelle territoriale. Voilà. Dans le même esprit, il y a j'imagine
aussi une thèse sans doute autour de l'allocation des ressources en eau. Donc là, c'était à discuter avec mes petits collègues hydrologues, mais ça tombe bien parce que j'en ai une qui m'a dit qu'elle voulait en parler la semaine prochaine. Donc, je suis contente. Donc la question, c'est quelle eau, pour quel système de culture, à quel endroit, à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Donc ça nécessite évidemment de faire un point sur le modèle existant, donc le modèle hydrologique et écophysiologique, hein, pour voir un peu la consommation d'eau. Les ressources disponibles, hein, parce qu'évidemment, en fonction des villes, hein, on n'a pas toutes les villes n'ont pas deux réseaux, par exemple, potable et brut. Des fois, les villes ont un peu d'eau potable. Les réglementations aussi, savoir qu'est-ce qui est autorisé. Il y a eu un changement, on est quel mois? Juin. L'année dernière, du coup, l'été dernier, changement de réglementation européenne, hein, sur l'utilisation des différents types d'eau. Quelle qualité d'eau pour quelle utilisation, en particulier sur du maraîchage, puisqu'en agriculture urbaine, on a quand même beaucoup de maraîchage. Il y a pas mal d'expérimentations assez innovantes qui ont été faites à la fois en France et puis en Espagne et en Tunisie sur les utilisations d'eau usée ou enfin, on peut imaginer des tas de choses, hein. On peut imaginer par exemple collecter l'eau de pluie dans des parkings et ensuite réinjecter avec une pompe l'eau pour remonter. Enfin bon, il y a des tas de choses à imaginer qui existent. Et puis donc identifier le public cible, hein, qui va utiliser cet outil de modélisation de l'allocation des ressources en eau. Est-ce que c'est encore une fois les collectivités, les bailleurs, ou est-ce que ça va être d'autres organismes, peut-être publics, qui ont besoin de ce genre d'outils. Et voilà. Et là, voilà, je pars un petit peu dans mes idées, mais voilà, soit partir sur un outil des usages, mais aussi peut-être la modélisation d'accompagnement. Je pense que c'est l'occasion aussi de faire réfléchir les collectivités sur leurs ressources en eau, sur ce qui va arriver en fait. Hein. La modélisation d'accompagnement, c'est cet intérêt-là aussi, hein, c'est de faire réfléchir sur les problématiques et de voir comment on peut progresser pour y répondre en regardant un peu de tous les côtés qu'est-ce qui arrive. Donc là, je pense que je peux appuyer sur le réseau IDEAS, qui est sur du design innovant, et puis le réseau Commode, sur la modélisation d'accompagnement. Et j'imagine à la sortie un espèce d'outil spécialisé d'allocation des ressources et aussi sûrement des méthodes de développement de scénarios, parce qu'il va falloir tester différents scénarios de disponibilité en eau, d'utilisation de l'eau, etc. Pour aller à terme sur un test en situation réelle, bien évidemment. Alors, identifier des pratiques innovantes. Cette image est spécialement pour toi, Philippe. C'est une poule innovante, celle-là. C'est une poule sans tête. Voilà, donc sur la partie pratique innovante, justement, je me dis sur la partie de gestion de l'eau, il y a toute une dimension caractérisée, concevoir des pratiques, les tester, comparer évidemment à l'international. Il y a la question de l'entomoponie qui m'a été posée cette année, puisqu'on a mis dans les pattes, je vais vous montrer ce que c'est. Et puis donc une question aussi sur des pratiques innovantes, c'est aller voir ailleurs ce qui se fait, pour voir comment ça peut s'appliquer ou pas chez nous. Et donc il y a toute la dimension de la diversité des jardins et de leurs pratiques dans le monde. Alors sur les pratiques d'irrigation, c'est vraiment réfléchir aux pratiques d'irrigation et de gestion de l'eau. Donc c'est aller voir ce qui se passe, la réalité, la diversité des pratiques sur le terrain, donc à la fois en agriculture urbaine professionnelle, mais aussi collective, hein, privée. Et donc ça passe par la recension, de l'élicitation sur le terrain. J'ai été sensibilisée aux méthodes d'élicitation et je me dis qu'il y a un truc à faire là aussi, là-dessus. Et puis avec la dimension indigène exogène, ce que j'entends de par là, c'est en gros des gens qui ont toujours été en France et qui connaissent que les pratiques françaises. Et puis on a la chance dans l'Île-de-France d'avoir des gens qui viennent d'un peu partout, de plein de pays du monde différents, et qui apportent avec eux leurs connaissances. Il y en a beaucoup qui ont souvent des origines agricoles, qui ont travaillé ou dont leurs parents ont travaillé, et qui ont du coup d'autres méthodes d'irrigation, d'autres pratiques. Donc ça, par contre, ça nécessite effectivement un soutien, une discussion avec la discipline d'anthropologie, donc l'IRD au CIRAD, et une démarche plutôt de track à l'innovation, ce qui est aussi un truc qui se fait dans le réseau IDEAS, donc ça tombe bien, c'est à côté. Et puis donc du coup, pour déboucher sur de la co-conception de systèmes innovants, des acteurs de terrain avec des experts, et puis pouvoir tester ces systèmes sur plusieurs sites, plusieurs années, pour valider un peu ces méthodes. Sachant que là, pour le coup, on a la chance d'avoir le toit d'AgroParisTech qui va être disponible. On a la chance aussi d'avoir des partenaires dans la chaire agriculture urbaine, et puis à travers notre réseau de partenaires qui sont prêts, enfin, qui sont même en attente de faire ça. On a à la fois des associations, des entreprises d'agriculture urbaine qui sont prêtes. Voilà. Sur l'entomoponie, donc, j'ai été contactée par Inès Campan chez Champercher parce qu'elle a eu l'idée. On parle d'aquaponie. L'aquaponie, c'est quand on fait des plantes et des poissons ensemble. Et ils se sont dit, mais pourquoi pas faire de l'entomoponie, c'est-à-dire à la fois les déchets
de ce qu'on n'arrive pas à vendre en agriculture urbaine, hein, les déchets des plantes vont nourrir les insectes, et puis les déchets des insectes peuvent nourrir les plantes. Donc ça, il y a déjà eu quelques travaux qui ont été faits un petit peu sur comment les déchets des insectes peuvent aller nourrir les plantes en Belgique. Euh, donc le Champ-Percher, c'est une entreprise qui fait des plantes aromatiques et des micro-pousses dans un parking. Et donc ils veulent tout faire en sous-sol. Pour l'instant, on est parti sur du grillon. Et vous voyez ces magnifiques images. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me créer des fermes entomoponiques. C'est plus ou moins efficace, hein. Je sens que ça n'existe pas encore, il n'y avait pas d'image à copier. Voilà, donc, et puis donc, le principe étant d'aller jusqu'à la durabilité de ces systèmes. Est-ce que ces systèmes peuvent rendre des services à la ville? En gros, les grillons mangeant les déchets de la ville. Voilà. Est-ce que ça peut rentrer dans toute cette démarche de métabolisme urbain? Euh, Diversité des pratiques. Oui, voilà, dans les pratiques individuelles, ou c'est la partie jardin du monde, hein, apprendre un peu de ce qui se fait autour. Donc là, j'ai imaginé plutôt des stages pour caractériser un peu ce qui existe avant de concevoir et d'expérimenter peut-être d'autres pratiques en allant plus loin que ce qu'on trouve un peu chez nous. Voilà. Donc savoir quelles sont les pratiques aujourd'hui dans les différents jardins du monde, comment ils participent à l'alimentation, à la production, et quels sont les acteurs qui participent dans ce système. Donc en particulier, ce qu'on connaît comme système un peu intéressant, les jardins créoles, évidemment, qui sont très diversifiés, qui peuvent être utilisés, les systèmes andins, qui ont des systèmes en particulier sur la gestion de l'eau qui sont assez intéressants. Vous remarquerez que l'eau est toujours pas très loin. Les modèles chinois avec des tout petits, à la fois des tout petits jardins individuels, des petites parcelles, et puis en même temps des espèces de conceptions de parcs récréatifs, des nouveaux Disneyland version agricole. Et puis évidemment les systèmes des pays de l'Est, hein, et russes, où au contraire, en fait, on a vraiment une production individuelle qui participe énormément finalement à l'alimentation des populations. Voilà, le tout dans un réseau international, maintenant, via à la fois donc, les projets européens et puis les accords qu'a l'école avec différentes universités. Sachant qu'à ce jour, il n'existe pas de réseau dédié à l'agriculture urbaine, même si plusieurs congrès de sociétés, typiquement l'AESOP, hein, la semaine dernière, ont des sessions dédiées. Donc je me dis que ce réseau international, ça pourrait servir effectivement à questionner le domaine de validité des outils. Est-ce qu'on peut comparer nos études à celles d'autres contextes, hein, que ce soit professionnel, privé, les différents types de climats, différents contextes, hein, les différents contextes des Suds, où l'agriculture urbaine est beaucoup plus importante, en particulier sur l'alimentation par rapport à chez nous. Et puis donc évidemment, aller voir un peu, apprendre de ce qui existe là-bas comme innovation dans d'autres contextes. Et donc les réseaux que je compte mobiliser pour pouvoir faire toutes ces petites comparaisons, donc c'est à la fois le GIFO, les Journées internationales francophones de l'agriculture urbaine. Donc, il y a déjà eu trois éditions, et donc je participe à l'organisation de la 4e édition qui aura lieu l'année prochaine au Sénégal. Je suis très contente d'avoir été contactée par la FAO Green Cities Initiative dans le cadre de l'enseignement, puisqu'on a décidé de lancer un peu des collaborations autour de stages. Donc, il y a un premier stage qui se lance cette année. C'est un peu plus, c'est plutôt l'ONU Habitat et puis le réseau, un réseau d'agriculture urbaine. Le réseau Amérique du Nord, donc on a TMU qui est représenté aujourd'hui parmi nous, mais on a aussi eu des contacts par l'école avec d'autres universités américaines et puis et québécoises. Et puis donc le contact qu'on a eu par Cambridge, une chercheuse de Cambridge en physique, en modélisation, en système, j'allais dire totalement high-tech, qui veut monter un réseau en fait pour commencer à se poser des questions de comment ces innovations peuvent rendre service à la ville. Voilà. Donc en gros, une carrière, au début, une première fois que j'ai présenté mon parcours, j'ai dit que c'était un parcours simple et linéaire. On m'a fait remarquer que ce n'était pas totalement linéaire comme parcours. Donc maintenant, je revendique une carrière diversifiée en 3 périodes sur une agronomie des territoires, avec une montée en responsabilité de recherche. Je ne vous ai pas dit, mais évidemment, j'ai participé à des projets européens, mais j'ai été responsable de Work Package. Aujourd'hui, je suis responsable juste d'une tâche parce que j'avais besoin de me reposer après des soucis de santé. Et donc, je vais poursuivre ma thématique de recherche sur l'évaluation de la durabilité. Je continue à me poser des questions sur l'eau. Et puis, je m'intéresse un peu à tout ce qui est pratique innovante parce que ceux qui me connaissent savent que dès que c'est bizarre, ça m'intéresse. Voilà. Et donc, je continue à côté de ça à former par et pour le dialogue entre agronomie et d'autres sciences, puisque voilà, tout au long de mon parcours, j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres disciplines, participer avec eux, travailler avec eux, et puis toujours avec et pour les acteurs de terrain, puisque c'est toujours une recherche vraiment ancrée sur le territoire et ancrée sur la décision qui m'intéresse et qui me passionne. Voilà. Eh bien, merci. Je vous laisse avec mon petit cochon du bonheur.